Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour en effet vous donner des éléments d'éclairage sur le consommateur de demain, les consommateurs de demain surtout, puisqu'en effet il n'y a pas un consommateur moyen, mais il y a des différences assez fortes et elles sont de plus en plus fortes. Le fait alimentaire, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, intéresse de plus en plus les consommateurs. C'est au travers de son alimentation qu'on va participer au débat public, c'est au travers de son alimentation qu'on va finalement exister de plus en plus, et ça c'est nouveau parce que ce n'était pas le cas il y a une trentaine d'années. Une trentaine d'années, on mangeait comme faisaient nos parents, on se transmettait sans trop se poser de questions, mais aujourd'hui, ça fait partie des sujets qui sont dans le débat public, qui sont dans les réseaux sociaux, dans les médias, et on va voir pourquoi tout de suite. Alors, dans les éléments que je voulais vous présenter, c'était de vous donner deux grands axes qui se développent et qui vont continuer de se développer, qui concernent en fait nos jeunes générations. Et je vais vous montrer comment on peut anticiper justement en découpant la population selon les âges des individus et de voir que finalement on a des grands changements qui vont être liés quand même à ces générations. Donc on a l'habitude de couper la population française de 10 ans en 10 ans pour des nécessités statistiques, et l'idée c'est finalement de se rendre compte que selon la période à laquelle on est né, c'est pour ça que j'ai mis des noms aux générations, et bien selon les événements qu'on a vécus par rapport à manger, par exemple la génération rationnement, évidemment elle a tellement connu de pénurie qu'elle a une relation complètement différente par rapport aux générations qui sont nées notamment après la fin de la Seconde Guerre, où on a eu plutôt une abondance de nourriture avec ces modèles d'hypermarché. Et ce qu'on a, qui est très important, c'est en fait les changements, et c'est plutôt là-dessus que je vais me positionner, de valeur en fait. On a des changements culturels qui sont très importants et qui viennent de générations qui ont été éduquées différemment, qui vivent dans un monde nouveau. Donc on a eu une rupture très forte, et cette génération hypermarché ou cette génération mai 68, qui était vraiment en rupture par rapport à ses parents en termes de valeurs. Et ce qui est le plus marquant, c'est la mise en avant de l'hédonisme, du plaisir. Et donc on a accepté de se faire plaisir en mangeant, ou en tous les cas de le dire. Et puis ensuite, on a vraiment des valeurs qui, jusqu'aux dernières générations, étaient quand même un petit peu dans le même moule, cette recherche de l'hédonisme. Et puis on a des changements qui sont très liés en fait quand même au circuit de distribution. S'il y a bien une chose qui révolutionne les choses aujourd'hui, c'est la façon de faire ses courses. Donc l'arrivée des modèles plutôt low cost, cette notion du prix, et bien entendu on ne va pas le nier aujourd'hui. Ce qui restera prépondérant, parce que les jeunes sont nés là-dedans, c'est qu'avant tout, pour le même produit, la même qualité, évidemment, on veut le prix moins cher. L'arrivée des low cost a installé ça, et l'arrivée des outils mobiles, qui évidemment vont aussi conditionner la façon de faire ses courses, qui est très différente. Mais en termes de changements fondamentaux, on a des changements sur des valeurs culturelles qui nous viennent d'autres cultures, et il ne faut pas le nier, on vit dans un monde ouvert. Et nos jeunes générations, finalement, sont beaucoup plus proches aujourd'hui de gens du même âge qu'eux qui vivent dans des pays très éloignés que des générations qui sont leurs parents ou leurs grands-parents. C'est vraiment ça qui est marquant. Quand on regarde aussi le contenu des assiettes, c'est encore plus flagrant. Mais sur les valeurs, voilà. Alors, je vous montre juste une illustration sur ce qu'on appelle des effets de génération. Donc, je suis statisticienne de formation, donc vous m'excuserez pour les graphiques qui sont là, mais vous allez voir que c'est intéressant de comprendre ce qui se passe. On a des enquêtes qui existent depuis 1978 qui sont faites de la même façon, et on pose juste une question. Alors je fais une petite digression qui est sur les valeurs de féminisme qui vont dans la société française. Il y a une question qui est: est-ce que vous pensez que les femmes devraient travailler si elles en ont envie? Eh bien, quand je prends une génération comme cette génération mai 68 que j'appelle la génération hypermarché, quand elle avait 20 ans, ils étaient 45% à penser que oui, quand on est une femme, on devrait pouvoir travailler comme on veut. Et puis, vous voyez qu'au cours du temps, ça a un petit peu monté, on est passé de 40% à 60%. Mais ce qui est important, surtout, c'est de voir qu'en effet, ça augmente avec l'époque, mais surtout, au même âge, les générations les plus anciennes, celles qui ont aujourd'hui 90 ans, eh bien, elles sont beaucoup moins nombreuses à considérer. Il n'y en a que 20% chez ceux qui ont 90 ans et plus qui pensent qu'une femme devrait travailler si elle en a envie. Alors qu'évidemment, si je regarde au même âge les générations les plus jeunes, quand elles sont 90% à penser
que oui, les femmes, si elles ont envie, elles peuvent travailler. Donc il y a ces changements qui se font, de la place, en tous les cas, de la femme. Là, c'est clair, mais on va le voir, c'est la même chose sur d'autres valeurs. Et la valeur aujourd'hui qui traverse la société, et d'ailleurs en termes culturels, c'est proche, la place de l'animal dans la société, c'est assez proche de la place de la femme dans la société. Toujours est-il que c'est un peu du même ressort, mais on ne va pas faire un débat là-dessus. Mais on a une montée de valeurs écologiques. Et ça, on ne peut pas le nier, et c'est générationnel. C'est-à-dire qu'à la question, est-ce que vous vous préoccupez de la dégradation de l'environnement? Eh bien, c'est dans la même enquête, qui existe depuis 1978, on pose cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus comme sujet de société? Donc, on pose dégradation de l'environnement depuis 1978, et en même temps, on pose d'autres sujets. Et les autres sujets, c'est par rapport à la pauvreté dans le monde, en France, par rapport au chômage, par rapport aux accidents, par rapport aux maladies, mais aussi par rapport à l'immigration et par rapport à la violence. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Et donc c'est en premier ou en second, et on voit bien que la dégradation de l'environnement, quand je remonte en 91, eh bien, on était simplement à 8% de Français qui se préoccupaient de la dégradation de l'environnement, et puis vous voyez que ça a fortement progressé. En 2008, on était à 25%, 2008 c'était le Grenelle de l'environnement. Évidemment, pendant la crise économique, ça a baissé, mais là, on a une très forte hausse en 2018. Et donc là, avec les événements qu'il y a eu, notamment tous les incidents climatiques, la chaleur de cet été, Nicolas Hulot et même les Gilets jaunes qui se sont exprimés sur ce sujet avec la taxe carbone, c'est devenu le premier sujet de préoccupation. En moyenne, aujourd'hui, un quart des Français mettent, et c'est la première préoccupation, devant le reste, cette question de la dégradation de l'environnement. Et si je regarde de la même façon que tout à l'heure en termes générationnels, eh bien on voit qu'en effet, c'est monté partout, pour toutes les générations, quelles que soient les catégories de population. On n'était qu'à 5%, ici c'est 78. En 78, tout le monde, et personne se préoccupait de ce sujet-là. Ça a progressé dans toutes les générations, sauf dans celle-là. C'est-à-dire que ceux qui ont plus de 60 ans, ce n'est pas une préoccupation. C'est beaucoup moins une préoccupation dans ces tranches d'âge-là que dans les générations les plus jeunes. Et vous voyez que chaque nouvelle génération, la très jeune qui a entre 18 et 20 ans aujourd'hui, ils sont 28% à considérer que la dégradation de l'environnement, c'est ce qui les préoccupe le plus. Et bien sûr, c'est eux qui seront concernés par ce sujet. Moi, je serai plus là en 2050 quand il y aura des dégâts climatiques. Donc c'est vraiment cette question-là qui est portée, c'est les plus jeunes qui nous poussent à se poser ces questions. Et c'est des sujets, alors ça c'est important en termes culturels, qui nous viennent en fait des pays du nord de l'Europe, des États-Unis, des pays un peu plus dans le protestantisme. Et dans cette notion de relation de l'homme à la nature, bien entendu, il y a le bien-être animal qui fait partie de l'écologie, qui est de considérer que non pas comme dans nos sociétés, l'homme est au-dessus de la nature, c'est très philosophique, c'est une remise en question de la relation de l'homme par rapport à la nature. Et c'est parce qu'il y a ces dégradations, on se dit, il faudrait intégrer plus la nature, l'homme en fait partie, on est comme les autres, et donc changeons nos façons de faire. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est montant. En termes d'implication et de qu'est-ce que les consommateurs vont faire pour aller dans ce sens d'améliorer ces attentes-là, cet intérêt général, eh bien ici, sur des choix de produits, on voit qu'il y a des critères qui ont beaucoup monté, ça a vraiment progressé à partir de 2007, et qui sont devenus, alors là, le deuxième critère, c'est vraiment le local. C'est le produit est fabriqué dans ma région, qui arrive ici en 4e position, mais aussi le produit Made in France, qui arrive ici en premier, parce qu'il y a des régions qui ne sont pas comme les vôtres, où on n'a pas forcément beaucoup de production agricole. Le prix arrive en 3e, et vous voyez qu'il y a des critères qui progressent beaucoup, comme le bien-être animal, et c'est vraiment un critère qui a augmenté qu'entre 2017 et 2018. C'est très récent, ça arrive assez loin derrière le label, etc., mais c'est quand même un sujet qui est de plus en plus porteur, porté par ces notions de protection de la planète, à la question du droit des salariés, du partage de la valeur dont je parlais tout à l'heure. En effet, c'est un critère qui arrive ici en 6e position. Donc vraiment, dans ces notions de qu'est-ce qui est en train de changer, c'est bien ça. C'est que
chacun va faire des choix qui vont aller de plus en plus dans ce développement de préoccupations environnementales. Et on va le voir, c'est comme le sujet suivant, c'est avant tout les plus jeunes, avant tout les plus engagés, donc ceux qui vont défendre des droits des animaux, qui sont plutôt du côté qui vont voter, qui ont des proximités avec le parti des écologistes, mais aussi des insoumis, plutôt portés un petit peu plus à gauche, et qui vont avoir des actions qui sont dans des associations. Donc c'est pas toute la population, on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième thème qui est en train de monter, c'est le fait, et ça c'est un sujet beaucoup plus individualiste, c'est pas pour les autres, hein, comme la dégradation de la planète, c'est pour soi, c'est la montée de la préoccupation santé quand on mange. Et ça, c'est vrai qu'en France, ça fait 30 ans que c'est là, alors qu'on avait plutôt, on n'était pas du tout sur ce thème-là. Quand on pensait manger avec les autres. On pensait au partage, et parce qu'il y a eu des crises sanitaires très fortes, en effet, on a ce sujet qui est devenu un des premiers sujets dans les médias, dans les documentaires que vous voyez chaque jour. La montée de ce sujet est vraiment venue avec la montée des peurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques importants quand vous mangez? Eh bien, on était à 55% de Français en 1995, avant la première crise de la vache folle. Aujourd'hui, on est à 74%. Les 3/4 des Français pensent que quand ils mangent, ils ont des risques importants pour leur santé. Alors que, on le sait, quand on prend les risques réels, eh bien, on n'a jamais eu aussi peu de gens qui meurent en mangeant des aliments. Et la mortalité qui est de court terme, c'est celle liée aux listérioses et aux salmonelloses. On était à 50 000 cas au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il y a plus que 100 cas. Mais il y a cet imaginaire, mais en effet, il ne faut pas oublier, en fait, toutes ces peurs sont véhiculées par des croyances, par des choses qui ne sont pas scientifiques, qui ne sont pas toujours scientifiques, et ces peurs vont bouger. D'accord, ces peurs, elles sont en effet pas tout le temps les mêmes. Et c'est ça qui, finalement, véhicule, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, le fait qu'aux États généraux, on ait mis ce sujet au cœur du débat. Et quelles sont ces peurs? Eh bien, je vous cite simplement là, des peurs qu'on a identifiées dans une enquête de 2016, et vous allez voir, ça a un peu bougé depuis. À la question, quelles sont les peurs pour des produits? Donc on a mis les fruits, les légumes. Eh bien, pour les produits végétaux, il n'y a qu'une seule peur, c'est les pesticides. Alors ça, c'est des questions ouvertes, c'est des populations, des enquêtes dans des populations représentatives. Eh bien, les Français vous disent ce mot-là. C'est pas nous qui écrivons des questions où on leur donne ce terme. Vous voyez que sur les légumes, il y a en plus des pesticides, des traitements et les engrais. Et puis sur la viande, c'est beaucoup plus complexe. Autant sur fruits et légumes, il n'y a qu'un seul mot. Si je dis « et sur la viande, quelles sont vos inquiétudes ?» Eh bien là, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. On a encore la vache folle qui est présente. Les antibiotiques, c'est le mot le plus présent. Et ensuite, les conditions d'élevage. Donc il y a vraiment des peurs sur ce type de produit. Et c'est normal, c'est que la viande rouge, en tous les cas, véhicule un imaginaire qui est très différent. Ça a toujours été le produit avec le sucre. La viande rouge et le sucre, c'était les deux aliments maudits dans les années 70. Donc on assimile au rouge la violence, donc c'est quelque chose, c'est un produit qui véhicule beaucoup de choses. Et c'est parce qu'il y a eu la crise de la fraude à la viande de cheval, il y a eu plusieurs crises sanitaires, et la crise de la fraude à la viande de cheval, elle a refait démarrer les peurs. Donc ça se cristallise sur ces produits-là, les produits carnés. Mais il y a un glissement qui s'est fait par rapport à 2016, c'est qu'il y a eu une crise dans l'agriculture, les Français ont été très sensibles à la cause des agriculteurs et des éleveurs, et ça, tout le monde le constate. Aujourd'hui, en termes de en qui on a le plus confiance, c'est l'agriculteur en qui on a le plus confiance. C'est monté de 10 points en 2 ans. Donc il y a un glissement qui est qu'on avait concentré les peurs sur les pesticides, les produits agricoles, et aujourd'hui les peurs, elles sont en premier lieu sur ce qui concerne les produits industriels. Et la première peur aujourd'hui, c'est plus les pesticides, c'est les additifs et les colorants. Comme s'il y avait un glissement où finalement on s'est dit, les éleveurs, les agriculteurs, ils ont des difficultés pour vivre,
Donc c'est pas leur faute, et donc on a trouvé un autre bouc émissaire, et c'est plutôt l'industrie, les grandes multinationales. Il y a vraiment, ça c'est la crise de Lehman Brothers, il y a quand même une critique vis-à-vis des grandes entreprises, des multinationales. Donc ça, on va le voir tout à l'heure sur comment les Français définissent un aliment de qualité. Donc en plus de ce contexte où les peurs sont montées parce qu'il y a eu des crises, il y a des découvertes scientifiques. Et en effet, vous avez posé la question des cancers. Je ne connais pas la proportion, mais elle est très faible des cancers liés réellement à l'alimentation. Mais toujours est-il qu'en effet, il y a des consensus scientifiques. Et là, c'est vraiment une base où il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, qui sont qu'il y a des facteurs de risque pour le cancer, et c'est nouveau, ça c'était pas du tout dit avant 2007, c'est vraiment très nouveau, la viande rouge, la charcuterie, le sel, les aliments salés, et bien sûr les boissons alcoolisées, et par contre il y a d'autres produits qui vont faire diminuer le risque de cancer, et vous noterez que les produits laitiers font partie des aliments qui sont détectés globalement à préserver des risques pour le cancer, comme les fruits et les légumes. Et une autre chose, c'est la charcuterie qui est identifiée. Donc il y a une norme qui est imposée sur la charcuterie, et simplement sur la charcuterie, ça va être compliqué, parce qu'en France, 60% des Français sont au-dessus de ce qui va être conseillé, des 150 grammes par semaine. Donc il y a quand même un risque de baisse. Donc ça, la charcuterie faisait partie des produits comme la volaille qui était en croissance. Et bien depuis qu'on a donné ces éléments sur les risques sanitaires, ça fait baisser la consommation. Et pour finir, en positif, on essaye de savoir, c'est la question clé. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on attend comme critère de qualité pour un aliment? Est-ce que les consommateurs seraient prêts à peut-être payer plus? Eh bien, on pose cette question toujours en ouvert, depuis plusieurs années, et on a posé la question en 2000. Si je vous dis aliment de qualité, à quoi pensez-vous? Eh bien, en 2000, c'était notre modèle alimentaire de base. C'est qu'en 2000, ce qui était le plus important, c'était le goût. Un produit bon au goût. Mais vous voyez qu'il y avait déjà le mot naturel qui était présent en 2000. Vous voyez qu'il y avait le prix, donc c'était ou bien un produit plus cher, il y avait aussi l'origine, mais c'était avant tout le plaisir, le goût. On voit qu'en 2007, on a toujours le goût. Le prix qui monte un peu, c'est la période où les prix ont augmenté. En 2007, c'était juste avant 2008 où ça a explosé. Et puis, il y a un autre sujet qui est arrivé, c'est plutôt l'aspect. C'est un produit qui est frais et un produit qui est beau. Et 2015, les peurs ont explosé entre 2007 et 2015. Qu'est-ce qui s'est passé? Fraude à la viande de cheval. Eh bien, qu'est-ce que veut le consommateur qui a peur? Il cherche à se rassurer. Le premier mot qui apparaît, je n'ai pas inventé, c'est bio. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une explosion de ce mythe, de cette chose qui finalement est la seule chose qui existe pour rassurer le consommateur. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a rien d'autre qui lui permet de se dire « je ne prends pas de risque en mangeant, il y a ce produit-là ». Donc c'était des produits bio et des produits bruts, de la viande, des légumes, des fruits, donc des produits naturels. Et vraiment, la naturalité avait disparu en 2007 et elle revient. Et il se passe autre chose, et c'est là qu'on voit que ça bouge. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a quand même eu un glissement qui est de vouloir préserver les agriculteurs et les éleveurs. C'est qu'en 2018, le mot bio est toujours le premier, et il y en a un autre qui est au même niveau exactement, c'est sans, S-A-N-S. Et derrière, c'est sans pesticides, et derrière, c'est vraiment sans additifs, sans colorants, sans gluten. Donc c'est vraiment sans lactose, c'est tous les régimes, mais aussi sans produits chimiques. Pourquoi? Parce que quand on regarde les peurs au niveau européen, une cartographie que je montre souvent, c'est parmi les risques, qu'est-ce qui préoccupe le plus? Eh bien, dans le nord de l'Europe, ils vous disent bien-être animal, et la France, mais comme l'Italie, nous, on a peur de quoi? Des produits chimiques. C'est ce qui modifie la nature. Nous, on est beaucoup plus sur... On cherche une nature mythique, un truc qui n'a pas été modifié. Donc l'idéal de l'idéal, évidemment, c'est bio. On imagine que c'est cette nature mythique sanctuarisée. Et le sang, mais là, ça vient quand même aussi d'une offre qui s'est développée. Alors, le système U est là, mais pour ceux qui le savent, il y a 10 ans, c'est eux qui... Alors, le système U comme d'autres,
Le Système U a été même un des premiers à faire du sans aspartame, etc. Donc il y a eu cette montée d'une offre. Et ce qui est intéressant et ce qui est important par rapport au bio, c'est de bien comprendre que si je regarde, là je sépare ma population, c'est que tout le monde ne veut pas du bio, bien entendu. Quand je vous dis que le premier mot c'est bio, c'est qu'il y a une partie de la population qui va le dire, et notamment c'est 28% des Français qui demandent du bio. Si je vous dis élément de qualité, il y a deux pôles. Il y a ceux qui vous disent le goût, ici à gauche, et il y a ceux qui vous disent local, sain et bio. Donc il y a 27,5% de Français qui veulent, comme aliment de qualité, un produit naturel, sain ou bio. Le premier mot c'est sain, bio, et ça va avec. C'est les mêmes qui vous disent qu'ils veulent un produit sain et bio. On en a 20%, et ça c'est nouveau, ça n'existait pas en 2016. Et donc finalement, on pense bien que finalement c'est quand même une concurrence directe du bio. C'est ça qui est nouveau. 13% qui veulent du local, des labels rouges, du terroir, des produits ancrés. C'est pas la même population, c'est des gens un petit peu plus âgés. Et puis on a une autre moitié de la population qui reste sur ce que les autres disaient en 2000. C'est le produit traditionnel, du goût, du plaisir. Alors évidemment, il y a du prix, là c'est plutôt à gauche ici quand même pas cher, c'est du plaisir, mais pas cher. Du prix et du goût, il y a vraiment cette notion relative au prix. Donc il y a la moitié de la population qui continue à vouloir des prix avec lesquels ils se font plaisir et qui sans doute cherchent moins de prix. Et ce qui se passe, c'est quand je regarde le profil, bien évidemment, c'est la population qui paie en deux. À droite, c'est les plus diplômés, à gauche, c'est les moins diplômés. Il y a vraiment une séparation par rapport à la relation d'alimentation entre une partie de la population qui est plus éduquée, qui est celle qui a le plus peur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'habitude, les peurs, elles sont concentrées chez les plus fragiles, les plus âgés, les moins diplômés. Et bien là, c'est l'inverse. Celle qui a peur de son alimentation, ce sont les plus cultivés, ce sont ceux qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, et c'est ceux-là qui veulent du bio. C'est ce qu'on va voir sur ce graphique-là. Ici, je pose la même question. Si je vous dis aliment de qualité, c'est les nuages de mots. Pour les populations, c'est les mots que disent ces catégories de population que ne disent pas les autres. Vous voyez une chose, c'est que ceux qui vont dire qu'est-ce que c'est qu'un aliment de qualité, qui vous disent que c'est un produit sans pesticides, que c'est un produit durable, que c'est un produit bio, ce sont ceux qui ont au moins le bac plus 2. Ceux qui ont le niveau du bac, c'est ceux-là qui vous disent sans, sans allergité, sans additifs, un produit de fabrication sans beau, avec des aspects, etc. Et tous ceux qui ont moins du bac, eh bien, ils sont sur des produits français, sur des produits qui ont une jolie couleur, qui sont frais, qui ont des prix à proximité. Le côté local est beaucoup plus cité par ceux qui ont CAP, BEP. Et ceux qui sont sans diplôme, ils vous parlent du prix, du savoir-faire français, de la fraîcheur. Donc il y a quand même une séparation dans la population, et ce qui mène à dire qu'il y a quand même un effet, et on le sent sur le bio aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit débat quand même, parce que finalement ceux qui choisissent du bio, ils sont un peu dans la distinction. Ça veut dire qu'ils veulent se démarquer des autres, ils payent plus cher, donc ceux-là ils payent plus cher pour avoir des produits, mais ils voudraient que ce bio, il n'y ait qu'eux qui aient le droit. Et donc, ils vont défendre un bio français, un bio dans des toutes petites fermes. Ils ne veulent pas d'un modèle qui grossisse trop. Et évidemment, ça ne permet pas d'élargir finalement des comportements qui pourraient aller dans le sens d'une consommation plus durable. Ça, c'est votre interprétation quand même. Là, vous êtes un petit peu... Non, on vient de faire des travaux sur... on vient de faire des travaux sur la consommation durable et on a vraiment vu que c'est les mêmes, c'est bac plus 2, ils ont d'autres gestes, c'est pas que ça, mais c'est, on débattra de ça tout à l'heure. Et derrière ces notions de lien avec la santé, et bien, comme je vous l'ai montré sur l'écologie, les plus jeunes, si je vous ai les graphiques des mots pour les plus jeunes, et bien les plus jeunes sont plus sensibles à la santé dans leur alimentation, mais là en positif. Les plus jeunes, ils ne sont pas sur le sang, le bio, eux, ils sont sur la nutrition. Et si on se projette encore plus loin, donc ce que je vous ai dit, c'est que
Demain, c'est encore le bio, mais si je me projette plus loin, les très jeunes, et ça c'est aussi une évolution liée à la société, où on n'est plus sur la prévention santé, ça c'est encore un changement de culture qui nous vient des pays du Nord, qui est que par rapport à sa santé, en France on a fait du curatif, hein, on dépense des sommes astronomiques pour guérir les gens, on a les meilleurs médecins du monde, mais on ne fait pas tout pour que les gens ne tombent jamais malades. Hein. Qu'est-ce qu'il vaut mieux, être malade et être bien guéri ou ne jamais tomber malade? Et donc ne jamais tomber malade, c'est en effet se préoccuper de ce qui peut empêcher d'être malade. Et les plus jeunes sont plus nombreux à penser que manger différemment peut les amener à avoir une espérance de vie en bonne santé. Voilà en termes juste de conclusion sur le marché du bio. Ça c'est évidemment une des questions qui est posée. Combien de temps, quelle est la croissance potentielle? Et bien simplement j'ai fait un calcul avec les chiffres de l'agence bio en calculant les dépenses par habitant. Donc ce qu'on voit très nettement, c'est qu'en Suède, hein, c'est 2 fois plus qu'en France. Hein. Vous voyez qu'il y a des pays où ils sont à 10% de leur alimentation, 10% de bio dans leur alimentation. On voit qu'en seconde, on a l'Autriche et la France, hein, c'est le point 2017, hein, presque 20% de croissance. On a vraiment eu 2 années en très forte croissance et on dépasserait l'Allemagne. Je n'ai pas encore le chiffre allemand. L'Italie est aussi en forte croissance et par contre, il y a d'autres pays qui sont moins là-dedans. Hein. Les Anglais, les Espagnols ont une dépense beaucoup plus faible. Les Anglais, c'est simplement parce qu'en fait, comme tous les insulaires, ils veulent des productions locales. Et ils en produisent très peu, donc ils ne sont pas gros consommateurs. Voilà, pour conclure, et on pourra échanger sur ça, si je me projette, il y a vraiment une chose au niveau local, il y a vraiment 2 modèles, il ne faut pas opposer les modèles, il y a quand même cette question, et c'est vrai qu'on a quand même pas beaucoup, je suis ingénieur agronome, donc il y a 30 ans, on m'a appris qu'une chose, hein, c'est qu'il fallait exporter, il fallait nourrir le monde, alors que finalement, on ne se posait jamais la question dans l'agriculture de quoi on a besoin quand on mange. Et si on raisonne au niveau d'un territoire, eh bien, il faut savoir ce qu'on mange dans la population locale et qu'est-ce qui n'est pas produit sur place. Et donc, bien entendu, hein, dans le bol alimentaire, ce qu'on mange le plus, c'est avant tout du pain, ça n'a pas changé, même si ça baisse un peu. En second, c'est des légumes, et en troisième, c'est des fruits en quantité. Donc, il faut se mettre à produire si on veut avoir des modèles locaux qui soient en économie circulaire et qui soient le plus durables du point de vue du territoire. Donc ça, c'est évidemment inverser les modèles. Donc en agronomie, ça prend du temps. C'est pas du tout comme ça qu'on avait pensé la France, mais c'est aujourd'hui ce qui est en train d'être fait. Hein. C'est évidemment, on comprend bien que la logistique, si on nourrit les populations d'un côté, c'est forcément a priori meilleur. Donc dans les pistes, c'est évidemment sur le local, c'est de penser à ça, c'est de pouvoir produire localement tout ce qui peut permettre d'alimenter. Donc ça, c'est quelque chose qui va rester, parce que pourquoi le local, la région, le Made in France monte autant? Pour des raisons. À l'origine, en 2008, c'était bien entendu parce qu'on voulait préserver l'emploi, mais aujourd'hui, c'est parce qu'on fait ce lien avec le développement durable. Donc il y a vraiment ces notions-là. Les questions liées à la santé, moi je pense que l'histoire de sans pesticides, maintenant c'est le sans colorant, sans additifs, c'est que ça glisse d'un sujet à l'autre. On va peut-être aller sur le sans plastique. Hein. C'est que les préoccupations sont tellement différentes qu'il y aura toujours de nouveaux sujets. Donc sans doute une fois qu'on aura sur les fabrications d'aliments supprimés, tout ce que certains appellent du cosmétique, et des choses qui servaient juste à mettre de la couleur, on arrêtera de... Le sujet des colorants, il était très fort en 90, ça avait disparu et ça revient. Hein. Je rappelle un tract de Villejuif de 78, hein, et donc à ce moment-là, c'est quelque chose qui est revenu d'ailleurs dans les réseaux sociaux, ça date de 78, hein. C'était un tract qui était distribué devant l'hôpital de Villejuif, on ne sait pas par qui, où il y avait écrit les E0 machin, E120, E130 cancérigènes. Donc c'est pas nouveau, c'est des choses qui sont un peu, font partie des rumeurs, donc même en 78 ça existait, qui sont des fake news, hein, et qui reviennent et qui vont redisparaître. Donc les sujets, les peurs remplacent d'autres peurs. Donc sur les facteurs de rassurance, sans doute il y aura autre chose après les colorants, après les antibiotiques, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si on se projette encore plus loin, il y a la question du positif, ce que j'appelle la fortification nutritionnelle. Donc moi je ne connais qu'un exemple pour l'instant, hein, c'est le bleu blanc cœur, il n'y a personne d'autre qui l'a fait, il n'y a pas d'autre label pour que le consommateur s'y retrouve sur ce genre d'élément qui est
de nourrir, de partir de quoi? Ça pose question. Hein, on se demande pourquoi on n'a pas, puisqu'on mange moins, évidemment, on a besoin d'avoir des produits plus denses en nutriments. Et enfin, des questions de bien-être animal. Bien sûr, le bien-être animal, c'est la chose qui est le plus demandée par les générations d'après. Le végétarisme, il est concentré chez les plus jeunes. Une nouvelle forme de végétarisme, c'est les plus jeunes. C'est évidemment les plus urbains, mais ça augmentera un peu. Évidemment, il y a du flexitarisme qui se développe pour des raisons de notre. Voilà, je vous remercie. Merci bien.